va passer au coup de fil. Au coup de fil qui est quand même bien un coup de gueule. Là. Il utilise le gros marteau là pour taper sur tout ce qui bouge là parce qu'il est pas content. Il est pas content Phil et donc voilà Phil, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ben, je dirais il y a deux coups de gueule là. Il y a d'une part la haine et par ailleurs l'évocation d'une exclusion du Sporting du G5. Alors j'ai commencé par la fermeture de la tribune. Comme beaucoup de supporters, j'ai quand même été extrêmement surpris de constater que le club n'allait pas en appel. Euh, bon, alors ça a été justifié par le fait qu'il craignait un huis clos total et que donc il valait mieux une tribune fermée qu'un huis clos total. Bon, je dirais qu'à côté de ça, il y a quand même un club des Bordeaux-Meuse qui va systématiquement en appel et qui finalement s'en sort généralement plutôt bien. J'espérais. Je tiens à préciser, je suis pas dans la tribune N, hein, donc je suis pas Je vais du tout juste te couper concerné parce que moi je directement. suis en NV, Voilà, tu toi vois, je donc sais que tu y es, je suis voilà. plus Nico, donc voilà. Voilà, et donc, n'y étant pas trop dur, je m'en fous, mais c'est pas du tout mon style. Donc, je pense vraiment aux amis et supporters que je ne connais pas qui sont en tribune N. Et je trouve que il est totalement inadmissible d'être sanctionné par rapport au comportement d'autres. Alors, on pourrait encore comprendre s'il s'agissait d'un comportement comme ça arrive malheureusement dans les stades de foot ou ailleurs, à un moment, un comportement de groupe où on ne peut plus discerner évidemment ceux qui n'ont rien voulu faire et quand il y a vraiment un mouvement de masse comme ça peut arriver dans les stades de foot. Enfin ici, il est clair qu'il y a un gars qui a jeté un pétard. Bon, c'est déjà, je me demande déjà comment avec les caméras à l'heure actuelle, il n'y a pas moyen d'un peu plus identifier, mais enfin soit. Mais parce qu'il y a un imbécile qui trouve bon de jeter un pétard, il y a toute une tribune qui est sanctionnée. Soit, c'est la décision, c'est celle de l'Union belge. Mais vous pouvez quand même espérer, à l'instar de ce que Genk a fait, un geste envers les supporters, soit en les remboursant au prorata de ce que coûte la place dans un abonnement, ou en faisant comme Genk l'a fait, si je ne me trompe, c'est-à-dire offrir 10 euros aux supporters, sachant que d'ailleurs que l'abonnement à Genk n'est quand même pas au même prix qu'au Sporting, et leur permettre d'avoir une facilité pour se retrouver dans un autre endroit du stade. Rien de tout ça. Alors la direction justifie sa position en disant vous nous avez coûté 100 000 euros et donc non seulement on ne va pas en appel, mais en plus tant pis pour vous, on accepte la sanction. Bon, voilà. Moi je trouve ça assez scandaleux. Je trouve aussi que on sait que les montants des clubs de foot, même en Belgique, n'ont rien à voir avec les sommes que nous avons l'habitude de brasser. Je dirais quand même simplement, j'ai fait un petit calcul rapide tout à l'heure quand on évoquait Sané. Je dirais quand même que il faut se rendre compte que 100 000 euros, c'est quand même jamais qu'un 80e du transfert de Sané. Bon, donc c'est quand même peut-être pas si terrible au niveau des finances d'un club comme le Sporting. Donc moi je trouve que cet argument ne tient absolument pas la route et je trouve que c'est pas sympa vis-à-vis des supporters. Je sais que c'est très controversé, hein, que ça amène pas mal de tensions d'ailleurs entre supporters et en particulier, vous le savez comme moi, de la Varmy. Et là, je vous cache pas que ça m'inquiète un peu, hein, parce que quand la Varmy conclut son communiqué en mettant vous en assumerez les conséquences, j'ai déjà craint à un moment hier que le match ne soit arrêté. Hein. Il y a eu un pétard, je me suis dit là ils vont faire en sorte que ça s'arrête et ce sera bel et bien le huis clos complet. Ce n'est certainement pas la meilleure des attitudes, certainement pas. Mais voilà, non, soyons clairs, je ne veux absolument pas cautionner le fait d'avoir jeté ce pétard. Là, il s'agit absolument pas de ça. Je veux pas du tout l'excuser. Mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Et aussi, et là, John, tu parlais de sel. Là, je vais en mettre, mais alors là, une bonne couche, hein, comme quand on se le met sur la main avant de boire une tequila. Il est quand même clair qu'à ce niveau-là, quand on sait ce qui s'est passé à Sclessin ces dernières années, ils ont quand même foutu le feu au stade, alors qu'on menait 0-1, ils ont gagné le match. Il y a eu l'histoire de la banderole de Defour, où c'était finalement lui qui était dehors. Il y a eu quand même bien souvent des débordements pour lesquels ils n'ont pas été sanctionnés, ou très peu. Alors, on va me faire observer que la loi a changé, effectivement. Alors,
on est les premiers à rigoler entre nous, les baraquis, et on critique et on dit public de M, 3 petits points, etc. Ok. En attendant, je constate qu'Asclessin, ils ont quand même été capables d'enregistrer que la loi a changé, que maintenant il n'y a plus du tout de tolérance par rapport aux jets de pétards, fumigènes, etc. Alors que chez nous, alors que c'était pas une tradition, c'est depuis que c'est sanctionné qu'il n'y a jamais eu autant de fumigènes et de comportements qui prêtent à sanction. Donc voilà, ça c'est un peu mon coup de gueule, je dirais, tant vis-à-vis de la direction par son attitude par rapport à tous ceux qui sont victimes de cette situation, que par rapport quand même à des supporters qui ont quand même, depuis quelques semaines, quelques mois, effectivement, une fâcheuse tendance à de créer des situations difficiles dans le club. Et j'espère que quand il parle de devoir assumer les conséquences, ce ne sera pas de chercher délibérément ce qu'on est à huis clos complet. Quand tu as 2000 supporters ou 3000 qui vont débarquer dans la rue parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le stade... Donc, t'aurais peur qu'ils empêchent les autres d'aller au stade? Ben, je voudrais pas donner de mauvaises idées, hein, mais écoute, quand on dit supporter les comptes, ça pourrait être une. Entre nous, quand on observe le stade, tu vois, les jours de match, il est loin d'être plein, surtout dans les tribunes VIP. Parce qu'il a peut-être plutôt malin de la part de la direction de dire voilà, les tribunes N sont fermées, ok, on accepte la sanction, on va trouver une solution pour les supporters. Mais évidemment. Et d'ouvrir ces places qui sont jamais prises, quoi, tu vois, en VIP ou voilà, dans d'autres tribunes et dire voilà, tout simplement les offrir aux supporters, voilà, lésés entre guillemets. Voilà, ça c'est peut-être une solution qui aurait pu convenir à tout le monde, hein, je veux dire, maintenant, voilà, est-ce qu'ils vont mélanger les ultras avec les VIP avec leur couverture sous les genoux? Ouais, c'est vrai que, ouais, je sais pas comment ça se passe, mais je dis voilà, il y a un manque de réaction de la part de la direction. La direction se plie à la décision, voilà, sans aller en appel. Est-ce que voilà, ça valait la peine de punir 3000 supporters qui sont là en permanence comme dans les mauvais moments, parce que pour l'instant, oui, on passe pas tous les bons moments, tout à fait. Voilà, malgré tout, on est derrière. Je veux dire, de toute façon, enrayer les pétards et les fumigènes, c'est pas possible parce que donc moi, je suis en tribune N2, donc la fouille. Je la vois complètement, la fouille, comment ça se passe. Voilà, rien n'empêche de mettre un pétard dans son. D'ailleurs, en plus auprès de ça. De ses parties intimes et tout ça, voilà, là-dedans, ils ne vont pas fouiller, évidemment, ce qui est normal. Donc, je dis, il y a toujours ce risque-là. Hein. D'ailleurs, en plus de ça, j'ai une très bonne anecdote que m'a confiée une connaissance qui est avec pas mal de connaissances et d'amis à lui et même des membres de sa famille qui sont stewards à Gand. Et qui m'a raconté une anecdote, quelque chose qui s'est passé quand ils étaient stewards à Molenbeek. Donc, rien à voir avec Gand, mais bon, voilà, pour expliquer que les gars, juste en fin de match, ils étaient à la buvette et ils étaient en train de rigoler, de se charrier. Bon, c'était peut-être un peu too much pour certains. Ils ont été reportés par quelqu'un qui était là à la buvette. Bon, ils faisaient rien de mal, hein, ils balançaient pas les chaises, quoi, mais bon... C'est la fin de soirée, tu bois un verre, tu rigoles un peu. Ils avaient la veste de steward. En fait, il faut savoir que le responsable sécurité à Molenbeek est une des personnes les mieux placées, des plus haut placées au niveau sécuritaire à l'Union belge. Et ils ont reçu une plainte et on leur a mis un blâme en disant attention, bientôt on va vous. Donc, ils en profitent en même temps d'un côté pour dire ah ouais, mais les stewards, regardez, et d'en faire un exemple, quoi. Je pense qu'ils cherchent un peu ce genre de choses-là. Effectivement, les stewards n'y peuvent rien. On n'y peut rien s'il y a quelques personnes un peu bizarroïdes là qui font des trucs qu'il faut pas faire. Maintenant après, moi personnellement à la place du club, je ne saurais pas quoi faire, quoi. Parce que bon, c'est vrai que on peut se dire ils peuvent faire autre chose, essayer de maintenant après, enfin, est-ce qu'ils peuvent pas déjà retrouver? Il y a des caméras qui retrouvent la personne à la limite, tu vois. Maintenant, il y a aussi un autre problème. On parle d'interdit de stade. Admettons, moi je suis avec un interdit de stade, j'achète les places à mon nom, tu vois, ou à ton nom ou. Donc, le problème on ne peut pas savoir non plus, c'est ça le problème. Non, mais le problème en N, tu vois, je t'explique parce que moi j'ai un abonnement N, donc on a chacun un numéro de place. Mais comme c'est des places debout, en fait, tu vas où ce que tu veux. Je peux très bien aller en N1 comme en N3, aller en N2 tout en bas ou tout au-dessus, tu vois. Donc ça, c'est pas viable. Et pour en venir aux caméras... Oh, il se masque le visage. Voilà, il se masque le visage. C'est ce qui s'est passé avec les fameux fumigènes contre Bruges, tu vois. Et moi, j'étais là. Il y a des flics en civil qui ont commencé à débarquer dans la tribune,
qui ont demandé à des jeunes filles de les suivre, tu vois, pour les interroger. Il y en a qui disaient, ouais, la flic pense que c'est elle. Mais non, en fait, ils ont pris des nanas qui étaient tout près des gars qui étaient fumigènes. Et moi, je les ai vus avec des masques, tu vois ce que je veux dire. Et pour les interroger, pour qu'elles balancent des noms. Voilà, c'est ça qu'il y a eu. Hein. Donc, je veux dire, trouver le coupable, sauf s'il se dénonce, voilà, je pense qu'ils le trouveront jamais. Maintenant, voilà, punir tous les gens, 3000 personnes, juste pour un pétard. Voilà, oui, alors le pétard, oui, il aurait pu blesser, effectivement. C'est vrai qu'il était assez violent, je te laisse. Il était assez, parce que moi-même, j'étais pas très loin d'où il a pété, et ça m'a surpris, quoi. Je dis, oula, j'ai dit, il faut savoir qu'il y a 20 ans, moi je me souviens, j'étais dans le R4 à l'époque, quoi, donc à côté du haut, et ça pétait tout le temps les pétards, hein, voilà. Voilà, mais bon, les choses ont changé. Ici c'est sur le terrain. S'ils font péter un pétard à leurs pieds, on s'en fout. Ah non, mais même ça pétait sur le terrain, il y a 20 ans, ça pétait sur le terrain. Moi, c'était pas un, c'était 10-15 par match, hein, voilà, ça résonnait dans le stade, moi je me souviens, voilà. Je veux dire, on n'en faisait pas tout un foin comme maintenant. Maintenant, les mentalités ont changé, c'est fini. Voilà. Alors moi, j'ai l'impression que sur ce truc-là, il y a quand même, il y a un zéro pointé de tous les côtés. Premier zéro pointé, le supporter qui va faire péter son pétard. Alors oui, Bruno, c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait beaucoup plus de tolérance. Je ne sais pas si les règles ont changé suite au drame de Bradford, où il y avait eu je sais plus combien de morts avec le stade qui avait pris feu en Angleterre là avec des fumigènes. Bon, ça a dû changer à peu près à ce moment-là, mais quand j'en sais rien. Mais bon, les règles ont changé. Il y a un guignol qui vient avec un pétard, il lance son pétard, il est content, il est au 21 juillet, et boum. Résultat, ça c'est une première erreur qui doit pas arriver, et je n'incriminerai certainement pas les stewards parce que un, c'est des bénévoles, et deux, cacher un pétard, à mon avis, c'est pas compliqué. Deuxième erreur, la Fédé. Parce que là, je trouve que Compagnie a quand même géré les trucs de façon extraordinaire. En 4 minutes, c'était réglé. Il a calmé les supporters. Il a fait le travail que Visser n'était pas capable de faire. Il est allé chercher Mignolet. Il a dit, c'est mon pote, on joue en équipe nationale ensemble. Maintenant, vous arrêtez vos conneries. Ça aurait pu, je sais qu'Anderlecht était sur le coup d'un sursis, mais ça aurait pu se terminer juste avec une amende. Mais bon, ils ont décidé de sanctionner. Troisièmement, la direction. Je suis désolé et je ne sais plus lequel de vous trois en parlait tout à l'heure. Je crois que c'est Bruno. C'était pas compliqué, en effet, de trouver une solution pour les 1200 supporters qui vont se retrouver sans place et qui n'ont rien à voir dans l'histoire, de les caser dans les places VIP ou je sais pas trop quoi. Là, des solutions, il y en avait, parce qu'il y a des places qui sont tout le temps vides. Ils ont pas voulu faire le geste, ils veulent pas faire le geste, ok. Et après, derrière, la mauve armie qui menace de représailles, bon, je trouve pas ça très malin non plus. À quoi ça sert de mettre, de faire de l'escalade dans la violence? Donc pour moi, c'est zéro pointé pour tous les organismes qui sont concernés par ce truc-là. 0 sur 10, point barre. J'ai envie de te poser une question. Parce que tu parles de mettre les gens en VIP ou dans les places libres, totalement possible. Maintenant, admettons que, parce que bon, c'est vrai qu'on parle là comme ça, et je comprends, même si moi, je t'avoue, je suis la de cette émission, vous allez tous me détester. Attention, le mot n'est pas permis sur AFS. Ah ouais, c'est le frigo. Hein. C'est vrai, je mettrai un bip. Attention, je mettrai un bip. Fred écoute, hein, attention. Non mais... franchement, en me mettant juste à la place du club, sans penser aux supporters, effectivement, oui, j'accepte aussi, dans le sens où... Enfin non, je vais en appel, parce qu'on peut gagner quelque chose, ça c'est autre chose. Mais après, si même en appel ça marche pas, je bouge pas la sanction, parce qu'il y a déjà deux choses, c'est... Enfin non, là, pour moi la chose la plus importante, c'est, donc tu vas ouvrir tes espaces VIP, etc. Et imagine, tu as l'un qui est venu mettre le pétard et il arrive à rentrer. Parce qu'on ne sait pas que c'est lui. T'imagines, tu vas faire rentrer le mec, donc ça veut dire qu'on te punit pour quelque chose, et toi tu dis au mec, vas-y, viens en VIP. Est-ce qu'on pensait un peu à ça, quoi? Tu vois, je comprends, hein. Après je suis d'accord avec les mecs qui se défendent avec leurs armes, ils disent, vous nous en un, bon voilà, on va le faire. Après, c'est pas malin, mais ils le font. Après, la question est, le club appartient à qui? Et j'entends souvent ce débat-là à la TV, qui disent, oui, les supporters n'ont pas le droit de tenir le truc en otage. Je suis désolé, si un avion s'écrase sur le terrain, j'espère que ça n'arrive jamais, on va pas dire, oh merde, la compagnie d'aviation, là, franchement, on devrait interdire les vols le jour de match parce que ça gâche la beauté du sport. Je comprends que c'est pas la même chose.
Mais à un moment donné, ça fait partie du foot. Qu'on sanctionne après, c'est une chose, ça c'est normal, tu vois. Mais faut pas pleurer quand j'entends les gens pleurer. Oh oui, les supporters ne devraient pas prendre en otage X, Y, et ils prennent pas en otage. Ils jouent le rôle, ils payent leur place, ils sont à côté. Tu peux pas. Ou alors tu mets des vitres comme ils font à Saint-Tron là. Tu mets des cajots là partout, et là il y a plus rien qui sort. Tu mets de l'air conditionné, c'est réglé quoi. Mais bon, après, je sais pas si c'est le meilleur. Je suis entièrement d'accord avec toi, John. Je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, je dirais juste une chose. Je suis convaincu que la Mauve-Army et les autres groupes de supporters ont très certainement repéré le fautif. Ouais. Et il leur suffit de dire, toi, tu viens pas, point barre. Mhm. Et je pense qu'ils sont en discussion avec la direction beaucoup plus régulièrement qu'on ne le pense. C'est un peu une omerta, hein, voilà, entre guillemets, tu vois. Voilà, je pense qu'il y a une omerta terrible. Et, on balance pas les gens, voilà, c'est comme ça, c'est une règle entre eux, tu vois, et alors on peut être d'accord ou pas avec ça, c'est autre chose. Moi, ce qui m'a choqué, après c'est autre chose. Moi, ce qui m'a choqué dans la sanction, c'est le nombre de blocs vides, quoi. On parle quand même de 7 blocs, hein, 7 blocs, hein. Donc je rappelle, parce que ça commence à 0. Donc je rappelle le N0, le N1, le N2, le N3, le N4 et le N6, quoi, voilà. Bon, à un moment, voilà, on sait très bien d'où vient le pétard. Voilà, je sais pas. C'est vrai que c'est dommage. C'est étonnant, mais bon, voilà. Maintenant, c'est ça la question. Qu'est-ce que tu peux faire réellement? Parce que bon, c'est beau, hein, c'est un message du cœur. Oui, laissons-les aller dans les places parce qu'on sait qu'il y a des supporters là qui ne font rien et qui méritent d'être là justement parce qu'ils ne font rien de mal à part supporter l'équipe et gueuler sur les joueurs adverses. Bon, voilà, encore ça c'est. Mais le problème, c'est comme je dis, imagine le mec qui a fait ça, finalement, il rentre parce que personne ne sait qui c'est et que le mec, il est là. Moi, ça me ferait quand même mal au derrière, quoi. Et John... Ouais, mais excuse-moi, vas-y, Phil. Oui, voilà, ce que je voulais dire, je suis d'accord avec ce que tu dis, John, mais d'un autre côté, c'est une des choses que je déplore totalement, c'est que de plus en plus souvent en Belgique, hein, parce que d'ailleurs l'UEFA en a ras-le-bol du fait que des tas de clubs aillent en justice civile, ce qui était normalement tout à fait contraire aux règles. Hein, pour rappel, pour les plus jeunes, moi je me souviens que quand mon papa m'expliquait 5-50 ans que le club qui oserait aller à l'encontre d'une décision de l'Union belge serait automatiquement radié. Bon, évidemment, beaucoup doit passer sous les ponts et on sait bien que, bien entendu, quelques règles que ce soit ne peut pas aller à l'encontre d'une législation et que, bien entendu, donc l'Union belge, tout comme tout organisme, est soumis aux règles de la société civile. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que très souvent, ces dernières années, les clubs sont allés devant la justice civile, n'acceptant plus le verdict de la justice sportive. Qu'en serait-il si un groupement de supporters allait en justice en disant nous, on a payé pour un abonnement, on demande d'avoir un remboursement pour le spectacle auquel on n'a pas pu. J'ai pas la réponse. Hein, mais... là, tu peux réclamer depuis 5 ans, alors. Oui, ça oui, je comprends effectivement. Effectivement. Je veux dire que, bon, j'espère que j'avais pas du tout pensé à ça dans nos discussions entre nous, mais c'est peut-être, j'en sais rien, je suis pas dans le secret des dieux, ça pourrait aussi bien être ça, hein, les conséquences dont menace la Mauve-Army seraient de dire on va tenter une action en justice contre le club. Maintenant, le problème, c'est qu'ils vont te dire quoi? Ils vont dire on sait pas d'où ça vient. On ne sait pas savoir puisque la personne se masque et on ne sait pas la trouver. Je sais pas pourquoi. Mais c'est le problème d'une punition collective. Enfin bon. Maintenant après, je sais pas. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Moi-même aussi, c'est bon. Ah oui, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. J'ai entendu ce que tu as dit, Johnny, et c'est important. Maintenant, il y a aussi l'autre proposition, pareil, je ne sais plus si c'est Phil ou si c'est Bruno qui en a parlé, de Genk qui a remboursé 10 €. Ouais. Ça peut être leur offrir une place pour un match de Croquis Cup l'année prochaine ou un truc du style. Ouais, exactement. Mais il y avait certainement une solution. Il y avait une solution à mon avis. Ouais. donc tu vas donner 10 € au mec qui a lancé un pétard. On en revient au final. Tu vois tu vas peut-être donner 10 €. Je sais que c'est chiant que je vienne avec ça, mais dans ma tête, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, quoi, parce que y a un type qui a fait ça.
peut-être avec 2-3 copains qui ont rigolé à côté de lui, et t'as combien de milliers de personnes qui en pâtissent, quoi. Voilà. Je suis d'accord, mais au Voilà. final, de nouveau, dans la pensée globale, si tu ne te mets pas que dans un sens, que tu vois les choses des deux côtés, tu te dis, tu vas donner 10 € à un mec qui a lancé un pétard, quoi. Donc ta punition, elle sert à quoi? Au final, autant pas punir personne Et en plus, on et n'en on parle monte sur pas. le terrain et quand t'es pas content, on frappe l'arbitre. En plus, Tu vois, enfin, on j'exagère. n'en parle pas, mais non seulement les supporters sont pénalisés, des 7 blocs qui pourront pas y aller, mais le club. le club et Bien l'équipe sûr. aussi, puisque voilà, Bien sûr. je veux dire, ça va quand même un peu perturber les joueurs d'avoir 7 blocs quand même vides, voilà, surtout ces 7 blocs qui sont assez proches du terrain, donc voilà, c'est assez. J'avoue que moi personnellement j'étais assez étonné que le club ne fasse pas appel. Enfin, moi ils ont pas continué le combat, même s'ils perdaient de nouveau en appel, ils auraient eu tous les recours possibles. Alors là, à la limite, voilà. Mais là, ils ont accepté du premier coup, sachant qu'ils avaient une menace de suspension d'un huis clos total. Oui, c'est leur excuse. Oui. Je dis, c'est quand même une partie des supporters qui font vivre entre parties, même si la billetterie ne représente plus grand-chose dans un budget, surtout en Anderlecht. Je veux dire, voilà, ça reste quand même les fans, des fans fidèles, Anderlecht. En fait, ça me fait penser, ce que j'avais évoqué dans par rapport à cette situation. Je l'avais d'ailleurs intitulé c'était plus blanc que blanc. C'est un peu un problème quand même, je trouve, avec la direction actuelle, c'est que on a voulu mettre au banc les managers véreux, pas aller en appel. Souvenez-vous, le début de la saison aussi avec les suspensions de Carcella et je ne sais plus quel autre joueur qui ont évité les suspensions parce qu'il y avait un vice de forme. Ah non, Anderlecht, on ne joue pas avec ça. Anderlecht, on est le grand club. Anderlecht, on est une dignité. Oui, tout ça c'est très bien. Mais enfin, je suis le premier à défendre les valeurs du club et la grandeur du Sporting, mais à un moment, il faut quand même pas être les pigeons de service, quoi. Ouais, on va plus en appel. On va plus jamais en appel, en fait. Donc alors, et tu avais ton deuxième coup de gueule, oui, sur mon deuxième coup de gueule, puisqu'ici ce sont essentiellement des coups de gueule et pas des sourires, c'était à l'évocation de voir le Sporting exclu du G5. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le G5, ce sont les 5 grands clubs, entre guillemets, du football belge, à savoir Anderlecht, le football club brugeois, le Standard, Gand et Genk. Alors je dis il semblerait parce que vous savez comme moi que certains dans la presse prennent un malin plaisir à raconter des bobards et à faire mousser les terres. Enfin, il semblerait quand même que certains, et c'est certains, moi je vais les nommer, une fois, du bout des lèvres, en n'ayant pas plus de certitude. Donc, j'insiste, ce sont des hypothèses, mais ce serait essentiellement l'Antwerp et le Sporting de Charleroi. Oui. Gand est quand même déjà dans le G5 quand même. Enfin, bon, oui. L'Antwerp et le Sporting de Charleroi n'y sont pas, qui estimerait qu'en vertu des derniers résultats, Anderlecht devrait être bouté dehors du G5. Voilà. Pour reprendre une phrase de Michel Audiard, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Faut quand même arrêter de dire n'importe quoi ou d'évoquer n'importe quoi. Le Sporting a été depuis 1947 a été quasiment titré 1 an sur 2. C'est quand même le seul club belge avec Malines qui a remporté des coupes d'Europe, enfin à savoir le Sporting 3 et Malines 1. Alors c'est vrai qu'on l'année dernière, pour la première fois depuis 55 ans, on n'a pas été européen. Cette année-ci, pour la première fois, on ne sera sans doute pas, depuis que les playoffs existent, on ne sera sans doute pas dans les playoffs 1. Ok. Et je rappelle quand même que le Standard n'y a pas été 2 ou 3 fois, que Genk les a loupés quelques fois aussi, que l'Antwerp ça ne m'a d'ailleurs pas du tout étonné. L'Antwerp, depuis sa remontée, a fait d'excellents championnats. La première saison, ils ont loupé les playoffs 1 de justesse parce qu'ils se sont effondrés dans les 3 derniers matchs. L'an dernier, ils y étaient. Chaque année, ils progressent. Mais enfin, quand même, quoi. C'était un club qui avait végété pendant 13 ans de 2. Que le Sporting de Charleroi, si je ne me trompe, a atteint les playoffs 1, 2 ou 3 fois. Alors, faut arrêter de rire, quoi. D'accord, on est dans une mauvaise passe, et une passe, je pense qu'aucun de nous
même si Denis et moi, on est les anciens ici, on n'a jamais connu une situation. Voilà, on est les dinosaures, les diplodocus, on n'a jamais connu une telle situation. Je pense que il faut remonter très très loin pour avoir un Sporting aussi loin au classement. Mais enfin, je n'ai rien vu dans la presse, qu'elle soit écrite, orale, télévisée. J'ai pas vu la moindre allusion quand le Standard a joué en Play-off 2, comme quoi il devrait être bouté dehors du G5. Même chose pour Gand ou Genk. Alors, qu'il y ait une plus juste répartition, ça je l'entends, et je peux le comprendre tout à fait la position du Sporting de Charleroi et de l'Antwerp. Ça, je peux le comprendre. D'après les chiffres que j'ai pu lire, sont exacts, l'Antwerp aurait 18 millions de moins dans la répartition que le Football Club brugeois, et ça, on peut effectivement considérer que c'est pas très juste à ce niveau-là. Donc, sur ce plan-là, je les comprends et je serais même prêt à les soutenir. Mais si c'est... Alors, je sais bien que dans un deuxième temps, ça a été nuancé. Et il était question de dire qu'ils voulaient une plus juste répartition et que ça n'était pas bouté en Anderlecht dehors. Mais enfin, que ce soit de toute façon des idées venant d'Anvers ou que ce soit encore des élucubrations de journalistes en mal de copie, je trouve que l'idée est aussi saugrenue que scandaleuse. Je veux juste réagir, Phil et Denis et John. Par rapport à ce qu'on a vu avec les droits TV, donc on sait que l'Antwerp et Gand, à un moment, ont voulu, et j'ai un peu lu dans la presse que de toute façon, ils vont devoir rentrer dans le droit chemin et revenir. Est-ce que vous avez l'impression qu'il existe encore réellement un G5 ? Vous n'avez pas l'impression qu'au niveau maintenant droit TV, et chacun rentre un peu dans sa popote et voudrait un peu faire entre guillemets à sa manière, quoi. Donc oui, je pense que tu as raison. Et si on prend footballistiquement, et là, je pense qu'effectivement il n'y a pas énormément de solidarité entre les clubs, ça c'est sûr. Mais ça me fait rebondir sur autre chose, c'est que le Sporting, était champion un an sur deux, donc a participé souvent à la Champions League. Ils ont quand même, ça leur a permis d'arrondir fameusement les fins de mois ou les fins de saison. Et finalement, par quand même des transferts ratés, par des sommes parfois importantes mises sur des joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes, on s'est retrouvé dans une situation où finalement, alors je ne sais pas si les chiffres étaient fantaisistes ou pas, mais on évoquait avant environ 40 millions de budget pour le Sporting. Bruges en serait à 120 millions cette année. Et je pense et c'est un côté dramatique et désespérant, exaspérant, c'est que Bruges a vraiment réussi là où nous on s'est planté. En ce sens que, de par les transferts qu'on a évoqués tout à l'heure, de par la gestion du club, ils sont maintenant vraiment au-dessus du lot. Et c'est ça que quand on évoque G5, j'ai presque envie de dire qu'il y a un G1 puis tous les autres. Parce que je pense que ce que nous on aurait pu faire, mais qu'on a loupé quelque part, ou qu'on a pu faire un certain temps, mais à un moment il y a eu et je pense qu'à un moment on pensait qu'Anderlecht serait irrattrapable par les autres. Je pense que maintenant Bruges va être très difficile à rattraper. Les montants que gagnent les clubs sont encore supérieurs évidemment à l'heure actuelle en Champions League et je pense que ça va être très 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 dur de rattraper le club brugeois parce que ils ont le vent en poupe et en plus ils ont des gars qui vont leur apporter des sommes colossales s'ils les vendent. Moi j'ai un avis là-dessus parce que j'en parlais d'ailleurs avec notre très cher Achille qui travaille dans une maison de confiance qui est la maison Concarneau. Et je disais justement, je lui disais justement qu'on va dire que je peux analyser le foot depuis 15 ans, quoi. Parce qu'avant, les années 2000, je regardais ça comme un gamin, donc bon, je vais même pas m'étaler là-dessus. En fait, ça a été souvent une histoire d'amour-haine, quoi, parce que je suis fan du club et tout, tu vois, je suis content quand ils gagnent, mais j'avoue qu'au fur et à mesure, je suis devenu plus un suiveur qu'un supporter, parce que je suis désolé, ils n'ont pas montré patte blanche pour moi. T'es champion 20 ans, sur 20 ans, tu es champion un an sur deux, donc c'est-à-dire 10 fois. Et pour moi, sur ces 10 titres, il n'y en a que 4 qui comptent. Enfin, qui comptent dans le sens où tu as eu de l'adversité et tu as soulevé l'adversité. Je donne un chiffre à la louche, je n'ai pas analysé. Mais dans mon idée, en général, moi je me rappelle quand on était champion, il n'y avait pas grand monde derrière, quoi. Tu vois, or que maintenant, ici, et à chaque fois on a eu de l'adversité, on n'a pas été champion, quoi. Le Standard de Witzel, le Genk de West-Lesonk, le Genk ici, Gand,
Enfin, ou Bruges quand ils étaient forts aussi à des moments. Donc c'est quand même assez compliqué, moi je trouve. Tu vois, effectivement, on a loupé un train, on a loupé le train du football moderne, quoi. Et on est resté là, à se gargariser devant. Voilà, je vais retaper dessus, mais enfin, des joueurs qui finalement, regarde où ils ont été. Ils ont pas été. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Finalement, à part les joueurs qu'on a sortis de l'équipe de l'école des jeunes, il y en a pas, il y a pas grand monde qui a été dans des grands clubs, quoi. Ouais, ils ont été à Everton ou quoi, certains. Après, ils ont été à West Brom, mais après, ils sont en D2, quoi. Donc bon, tu vois, je veux bien, Oui, ils ont joué en mais Premier League, mais et on a c'est loupé. important ce que tu dis, Johnny. C'est On- important ce que tu dis. on a loupé ce train-là Et et on a laissé. ouais. En plus, comme on a sorti Compagnie, Vandenborg qui, bon, a loupé sa carrière aussi finalement, mais était un excellent joueur. Et Lukaku, alors on se gargarise, on a maintenant Tielemans, Donker, mais on aurait dû, normalement, sur 20 ans, on aurait dû enfin sur 15 ans, on aurait dû sortir 15 joueurs comme ça, pas seulement 4 ou 5. Mais tu as entièrement raison, et le paradoxe, c'est justement cette année, on en sort un paquet, mais tu as entièrement raison, et il y a énormément de critiques actuellement, il ne faut pas se voiler la face, sur notre nouvelle direction. Marc Cook, il en prend, mais de tous les côtés. Verskuren n'est pas épargné. Ouais, mais bon, les gars, il faudrait peut-être regarder aussi ce qui s'est passé sur les 10 dernières années de notre ami Van den Stock, hein, parce que moi, je veux bien avoir tout le respect qu'on veut pour la famille Van den Stock. Je veux bien qu'on critique Van Holsbeek parce qu'il est critiquable sur certains points, mais on a une direction qui a ronronné. Ils ont ronronné pendant 10 ans, et aujourd'hui, on tape sur le dos de Cook. Alors Cook, moi, ce que je lui reproche, c'est de gérer Anderlecht comme une entreprise, et même à la limite comme une start-up. Il gère Anderlecht comme une start-up. Tu fais pas du bon boulot, tu valses. Ça me plaît pas. Parce qu'à un moment donné, si tu travailles pas dans la continuité, ça va pas. Par contre, je suis convaincu que Cook va réussir à assainir les finances et qui va petit à petit permettre à Anderlecht de remonter. Ça prendra 2 ans, ça prendra 3 ans, je n'en sais rien, je suis pas devin. Il y a pas mal de membres qui le sont a priori parce qu'ils ont déjà décidé que Cook allait tuer Anderlecht. Mais Moi, de toute façon, moi je pense que la dernière direction, l'ancienne direction, sur les 10 dernières années, ils ont ronronné. oui, Et c'était de la masturbation intellectuelle. il était temps que ça désolé de le change. dire, Il était mais temps que ça change, oui. C'était de la masturbation intellectuelle. On est champion pendant 3 ou 4 années de suite à un moment donné. Magnifique, incroyable. On est content d'être champion. Et je me rappelle les matchs en Coupe d'Europe que tu vas te taper, quoi. Tu fais des 0 points en Ligue des Champions où tu tires 1 point. Ici, la dernière année, là, avec Van Azebroek, finalement, il y a eu quelques matchs intéressants malgré tout, hein, même si on peut. Il est critiquable aussi, la question n'est pas là, je ne veux pas rentrer dans le sujet, mais sinon, la plupart du temps, je me rappelle, là, à l'époque des Boussoufa, Hassan, etc., des 0 points. Hein, et pourtant, cette équipe-là, tout le monde était à genoux devant elle, quoi. Donc, à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et on n'a pas profité de cette avance, du gap qu'on avait pour dire, bon, exactement. On est resté là comme ça, sur notre hamac, tranquille, avec un petit sirop, la Rolex à la main. Et puis, en fait, on s'est pas rendu compte. Là, je suis tout à fait d'accord avec Denis, tout à fait. Et c'est vrai que on pouvait s'en douter. Hein. Moi, je me souviens, évidemment, c'est pas hier, c'est en 1994, Coupe du Monde aux États-Unis. Chef de la délégation, c'est un certain Roger Van den Stock, qui à l'époque était toujours le fils de papa, qui a toujours été évidemment, mais qui n'était pas encore président du sport. Et je me souviens que il avait été extrêmement critiqué parce qu'on disait, Roger, c'est pas un connaisseur de foot comme son père, ce qu'il aime, c'est le golf. Et il avait été extrêmement critiqué dans son rôle de chef de la délégation des Diables Rouges lors de ce mondial. Bon, il a eu un superbe héritage. On peut pas dire qu'il l'a dilapidé, qu'il a tout foutu en l'air. Sûrement pas. Mais je pense qu'effectivement, il sait, là où son père était un visionnaire avec Michel Verskuren, c'est clair qu'avec Van Holsbeek, ils ont ronronné, effectivement. Ils ont un peu laissé aller le bazar. Donc ça, il est sûr que je ne vais pas, d'ailleurs, j'ai pas les moyens, qui suis-je pour aller dire que les responsables, c'est l'ancienne direction ou la nouvelle. Non, c'est le fonctionnement global, quoi. Tout à fait. Mais ce que je reproche à Cook, et je rejoins Denis, mais je c'est un peu plus le clou et je vais aussi remettre là un peu plus de sel. Ce que je reproche effectivement, c'est que, et moi je vois ça dans mon boulot qui est tout à fait autre, mais quand je vois des directions quelque part veulent tout chambouler, ils arrivent à la direction et en 6 mois ils veulent tout changer, ils se cassent la gueule. Quand d'autres analysent, prennent le temps d'analyser, font les changements après, n'hésitent pas à couper là où il faut couper,
en général, on voit que ça va marcher. Et là, le gars, il a tout changé en quelques mois. Le sponsor, l'équipementier, Le naming du stade. Hein. Enfin, bon, voilà. Il a fait apparemment du bureau de Van den Stock une salle de danse pour les après-matchs. Enfin, je veux dire, c'est symbolique aussi, ce genre de truc. On pourrait dire, ah oui, c'est drôle. Non, c'est symbolique. Et donc, je pense qu'il a vraiment voulu. Et effectivement, comme le disait Denis, pour moi, c'est le Bernard Tapie, comme Bernard Tapie a agi dans les affaires et en devenant président de Marseille il y a quoi, 25-30 ans. Il est arrivé avec ses gros sabots, et c'est vrai, le type qui réussit tout, hein, qui transforme tout en or, que ce soit dans le domaine de pharmaceutique, que ce soit par rapport à un parc animalier, que ce soit par rapport à la plus petite ville de Belgique, Durbuy, pour ne pas la citer, où il réussit chaque fois très bien. Mais effectivement, il a oublié que le foot, c'est un monde tout à fait à part. D'autres avant lui se sont cassés la figure. Et combien d'années Van den Stock avant d'avoir les premiers titres, le père? Combien d'années, ça on le disait aussi en commentaire dans certains posts, on n'y pense pas, mais combien d'années le père Van den Stock a eu avant d'avoir un titre, hein, attention. Hein. Le premier titre, il l'a encore eu assez vite. Hein. Il l'a eu en 72, donc il l'a eu vite. Ils ont été champions en 72-74, et puis il a fallu attendre 7 ans. C'était la plus longue période sans titre depuis 1947. Mais donc voilà. Et ça, c'est le reproche que je fais à Cook, c'est ce côté. J'arrive et je fais table rase de tout, je retourne tout, et je vous cache pas que j'ai un de mes amis qui est restaurateur à Durbuy, précisément, et que j'ai rencontré. En fin d'année lors du marché de Noël local, et qui m'a dit, c'est le problème. Il a eu l'occasion de discuter avec Mark Cook, et il me disait, à Durbuy, c'est un peu la même chose. Il a viré plein de gens, mais évidemment, on est dans autre chose que le foot. Il veut du résultat à tout prix, il tranche dans l'art, mais alors ça ne plaît pas, hein, parce qu'à Durbuy, c'est très partagé. Hein. Je connais pas mal de gens là-bas. Il y a ceux qui l'admirent, qui le considèrent comme le sauveur, qui a amené un élan, une dynamique, un élan économique extraordinaire, et puis il y a ceux qui disent, ce gars, voilà, quoi, effectivement, il fait pas dans la dentelle. Alors, là, je juge pas. J'ai pas les compétences, et de toute façon, c'est pas notre sujet. Mais pour en revenir au foot et à Anderlecht en particulier, je pense que là, ça aurait pas été plus mal qu'ils prennent un peu le temps de prendre du recul et d'analyser, quoi. Effectivement, Bruno, est-ce que tu as un avis là-dessus? Sur tout ce qu'on a dit. Je rejoins ce que Phil dit. Maintenant, Cook, il commence à reconnaître, en fait, qu'il ne s'attendait pas à autant de pression ni au niveau de gestion, et je pense que l'organigramme qui a été revu là au mois de janvier, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense qu'il a un peu réfléchi. Il s'est dit ok, j'ai besoin de gens qui s'y connaissent vraiment, qui vont pouvoir m'aider à sortir le club de la galère, et voilà, je crois qu'il prend maintenant le taureau par les cornes. D'ailleurs, au début, il était beaucoup plus visuel. Maintenant, on le voit beaucoup moins. Il se met beaucoup plus en retrait. Est-ce qu'il travaille là derrière? Je sais pas, mais j'ai comme l'impression qu'il a un peu compris que voilà, Anderlecht, c'est pas au stand. Donc, voilà, je crois ça on peut le reconnaître, qu'il est en train de se rendre compte et de reconnaître qu'il a fait des erreurs. J'avais lu dans la presse, il l'avait dit, dans une oui, je l'ai vu aussi. Comme quoi, qu'il reconnaissait qu'il s'attendait pas à autant de pression, et donc voilà, il est arrivé avec Ludevroux, il a fait 2-3 transferts, et ça a failli marcher, parce que je me rappelle, les 4 premiers matchs de la saison passée, on écrasait tout le monde, quoi. Voilà, je veux dire, c'est vrai, on empilait. C'est vrai que ça aussi, c'était les premiers matchs. Je me rappelle, j'ai une question par rapport à ça, à toi, et aussi après à Phil et Denis. Quand on a entendu les premières rumeurs de vente du club. Parce que moi, par exemple, on va dire de ça, moi déjà depuis 2010, je le sais, enfin, je me suis toujours dit, et malheureusement c'est arrivé, quand il y aura un problème ou que le club va être vendu ou que les autres vont revenir à niveau, on va se faire ramasser, et on va en avoir pour au moins 5 ans. Et moi, quand le club a été vendu et que ça a été annoncé la vente, moi je me suis dit, avant 3 ans, il n'y a rien, zéro, parce que le mec, il va vendre, il y aura plein de cadavres dans les tiroirs, parce que c'est comme ça. Même si le club est bien géré, tu auras toujours parce que toi tu vis avec tes cadavres que les autres ne peuvent pas vivre avec. Donc c'est normal. Il n'y a pas je fais pas de jugement de valeur par rapport à ça. Est-ce que vous êtes dit la même chose, ou est-ce que vous vous êtes dit comme la moitié de la presse, oh le mec, il y a un riche gars qui va prendre Anderlecht, ça va être le Barça, quoi?
Mais ce qu'il y a eu, c'est qu'on a entendu lors que la vente a été, le club a été mis en vente, on a entendu beaucoup de noms circuler. Et beaucoup de gens qui nous ont fait peur, voilà, comme le propriétaire de l'Antwerp, on s'est dit oui, que c'est que ça encore, malgré qu'il avait fait une offre plus élevée que Cook, hein, il faut le dire aussi, c'est ressorti dans la presse, d'ailleurs la justice a jeté un œil, bon on n'a plus de nouvelles, donc c'est que, entre guillemets, tout a été fait dans les règles. Mais oui, moi quand j'ai entendu Cook, bah oui, c'est le gars qui a le grand aura, voilà, il a réussi dans tout, donc c'était le candidat pour les supporters, je pense, candidat rêvé, quoi, voilà, je veux dire, pour le petit supporter que je suis, bah oui, moi j'ai entendu le nom de moi, c'est un Belge, c'est bien, c'est un gars, il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris, voilà, bah, d'office on était contents, on s'est dit il va rentrer dans la tradition, Anderlecht, voilà, on était loin d'imaginer qu'il... Et jamais une seconde, vous vous êtes dit, quand même, Si. toutes ces années, jamais une seconde, Si. oui, je parle effectivement à Bruno, je vois que Denis s'est dit, parce que c'est un peu un reproche parfois que je fais aux supporters en Belgique en général, c'est qu'on est tellement, on voit les choses tellement belles, tu vois, et c'est bien, tant mieux, hein, mais bon, moi ma j'étais première totalement- réaction, en effet, c'est exactement comme Bruno, c'était de la satisfaction et quelque part un peu rassuré parce que des noms de repreneurs potentiels étrangers, notamment un Russe qui était à un moment donné cité avec un peu d'assistance, Ouais, ça m'a qui fait avait départ à très très Arsenal, peur. c'est ça, hein. C'est ça, voilà, ça m'a Et fait on très avait peur peur. qu'Anderlecht devienne un club satellite, en fait, c'est ça, hein, ouais. Voilà, je me suis dit, Anderlecht va devenir un club satellite ou ça va devenir le PSG belge et ça, je me dis, c'est fini, il n'y a plus d'identité, rien du tout. Donc, le premier élément, en effet, c'était un côté un peu rassurant. Après, en effet, j'ai eu un doute et j'ai eu un doute lors d'un événement parce qu'il y a eu une première vague très rapide de licenciements et il y en a eu une deuxième 2 mois après. Et là, il y a une personne qui était mise finalement qui était mise à une pension, en pension anticipée, mais qui était quelqu'un qui avait énormément d'importance et d'aura au niveau du club, c'est Pierre Leroy. Pierre Leroy, Oui, que j'ai eu bien la sûr. chance de très bien connaître, qui était à la fois le psychologue de tous les joueurs, qui était le préparateur mental. C'est lui qui les raccompagnait quand ils avaient une difficulté. C'est lui qui allait récupérer les joueurs quand ils étaient en sortie un peu arrosés. C'était un type qui était très influent, qui était très apprécié. Et là, je me suis dit, pourquoi Pierre Leroy ? Et là, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, c'est le côté familial qui s'en va. Bah, c'est ce qui s'est passé, hein, quand on regarde Ouais. maintenant. En fait, l'ère Vandenstock, il n'y a plus rien quasiment Anderlecht, hein. Mais non, il n'y a plus rien. C'est ça qu'a voulu Cook, Mais- hein. Il a voulu, mais- voilà, il a voulu tout. Il a vraiment. C'est la. ça va De la ferme. allez, du naming du stade, hein, tout simplement. Voilà, le changement. Ouais, Voilà, c'est les choses sont claires. c'est Gengis Khan, quoi. Les Voilà. choses sont claires. Et moi, j'avais quand même revenir sur la question de Johnny. Mais le russe, moi, oui, j'avais des craintes comme on peut en avoir avec tout repreneur. Mais je me disais, et je pense évidemment au président de Chelsea, hein, je vous rappelle quand même que Chelsea, avant d'être pris, c'était un club qui faisait l'ascenseur. C'était pas, c'est pour ça que j'ai aimé Chelsea d'ailleurs. C'était pas les grands clubs traditionnels anglais. C'est bien sûr Liverpool, les deux Manchester, surtout United d'ailleurs. C'est Arsenal, c'est Tottenham. C'est pas Chelsea, hein. Chelsea, c'était pas un club terrible. Bon, ils ont quand même fait des fameux résultats depuis. Donc je m'étais dit à la limite, bon ben voilà, si on a un gars qui met du pognon et qui nous permet de rêver d'aller chercher des joueurs qu'on peut plus se permettre, pourquoi pas. Et puis il y avait aussi l'option Gaësens qui, je sais bien, apparemment a fait très peur à Van den Stock. Et là, je vous cache pas que moi, et je sais que là, je suis tout à fait en désaccord avec beaucoup de supporters. Et je pense que si notre bien-aimé Michou était là, elle serait la première là à me prendre la tête. Mais moi, j'étais pour l'option de jouer dans un stade national. Un stade où on aurait pu mettre beaucoup plus de gens. Alors certains vont dire, oui, mais de toute façon, on ne remplit pas le Parc Astrid. Ok, l'Auto Arena. Ok, mais je pense que si les places en même temps étaient à un prix plus démocratique, on remplirait de nouveau. Et donc, moi, cette optique-là me séduisait. Et donc, finalement, voilà, j'ai entendu le nom de Cook. C'était pas celui qu'on évoquait le plus, hein, parce qu'il est un peu sorti du chapeau. Il est sorti en dernier, moment. ça fait tout fait en secret. Et donc, c'est vrai qu'après, je me suis dit,
Cook, c'est quand même une des grosses fortunes en Belgique. C'est un type qui effectivement réussit dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Mais voilà, c'est clair que bien entendu l'optique du stade national a été levée avec les résultats qu'on connaît également pour les rouges. Et on a très vite, souvenez-vous, on a aussi très vite parlé d'un nouveau stade qui serait du côté de Nerped, tout ça c'est terminé. Or, on a été des précurseurs, là aussi, on a été des précurseurs quand on a eu le nouveau stade. On est vraiment à la ramasse. Genk a un stade superbe, Bruges va en avoir un. Gand en a un. Gand en a un superbe également. J'y suis jamais allé, mais je le vois le long de l'autoroute quand je vais vers la mer. Oui, il est très beau. Oui, superbe. Enfin, il a perdu un morceau du toit, mais bon. Bon, mais donc, et vous savez qu'à quel point, en plus, on est en Belgique et en plus en région bruxelloise, avec tout ce qu'il y a de compliqué si on veut construire un stade. Et donc, voilà, ça aussi, ça me laisse perplexe parce que on joue dans un stade. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, on jouait le stade, c'était 36 000 personnes, et c'était blindé. On en mettait même plus que 36 000 quand on affrontait Bruges au Standard à l'époque. Ici, effectivement, on parle de cathédrale, et je dirais que c'est un monstrueux gâchis, et là, tant pour le Sporting que pour les Diables, parce que je me permets une toute petite incursion du côté des Diables Rouges. Il faut quand même se rendre compte qu'on a une équipe qui est devenue une des meilleures d'Europe et du monde, clairement. En attendant, on n'a quand même toujours pas de titre. Et on va quand même partir pour l'Euro avec un désavantage monstrueux, qu'on va être les seuls des favoris à devoir en déplacement. Et on va devoir 2 fois affronter une équipe sur son terrain. Bon, non, mais je suis entièrement d'accord. Au niveau du championnat, le Sporting allait jouer sur ces 3 matchs, allait jouer un contre Bruges à Bruges, un contre le Standard à Sclessin. Effectivement, mais ça c'est tout le problème de la Belgique, et je pense en fait qu'au fond ce genre de truc-là c'est un problème de mentalité. On n'a pas la mentalité du sport comme on l'a dans d'autres pays en fait. On aime bien, mais on n'est pas... Je suis totalement d'accord avec toi, mais j'ajouterais, et regardez ce qui s'est fait au niveau du stade national, c'est éloquent, le problème que tout est communautarisé. Systématiquement, et il faut reconnaître que de la part des édiles bruxellois, il fallait quand même se rendre compte vouloir construire un stade national sur un territoire flamand, il fallait quand même se douter que ça risquait de coincer quelque part, quoi. Et puis moi je me rappelle à cette époque-là, désolé de te couper Denis, comme ça tu pourras enchaîner là-dessus, parce que bon voilà, je vais de nouveau lancer une pique. Enfin, c'est parce que moi j'ai un avis très différent en fait. Moi j'aime pas trop parfois les avis qu'on a en Belgique, parce que je trouve qu'on peut demander mieux. Je trouve qu'on n'est pas assez exigeant. On râle pour des trucs inutiles. Enfin bon, donc ma pensée c'est, quand j'ai entendu parler du stade national et qu'Anderlecht allait se greffer là, je me suis dit quoi, on est le Cercle de Bruges, on a besoin de sucer la roue de quelqu'un. On n'est pas... T'entends tous les lundis, enfin tous les jours, dans toutes les émissions, Anderlecht c'est un grand club, blablabla, et tu sais pas avoir un stade c'est un grand club. Bon, il y a des questions. Mais tu as entièrement raison, Johnny, tu as entièrement raison. Et ce que Phil disait avant, ça va complètement dans ce sens-là. Moi qui maintenant vis en France depuis 31 ans, j'ai eu la chance d'aller dans pas mal de stades de foot en France. Je vais donner 3 exemples. Lille. Alors bien entendu, il y a une Coupe de Monde qui était organisée, mais le grand stade de Lille, c'est 55 000 places. Nantes, qui a pour moi un des plus beaux stades en France, qui n'a que 3 ou 4 titres de champion de France, qui a gagné 2 ou 3 Coupes de France, qui a eu ses grands moments et qui est l'équipe que je supporte toujours en France aujourd'hui parce que c'est un club que j'adore. Ils ont la Beaujoire, qui est un stade magnifique qui peut contenir entre 35 et 40 000 personnes. Et ils vont faire un nouveau stade. Ils font un nouveau stade. C'est vrai. Et pourtant, il n'est pas tout neuf, mais c'est vrai qu'il n'est pas si mal que ça quand tu regardes. Il doit dater de 80, je pense, la Beaujoire. Ouais, mais voilà, le stade de Lens, c'est 45 000 places. Voilà, et nous 21 000 places. Quoi. Parce que là, tu parles d'un pays riche, on va parler d'un pays pauvre. Va au Portugal, va voir les stades qu'ils ont fait là pour l'Euro. C'est des stades qui aujourd'hui encore écarquillent les yeux des gens tellement ils sont beaux. Pourtant, ça date d'il y a déjà 16 ans, et ils sont à la page. Donc voilà quoi. Ouais. Oui, c'est ça, mais il y a aussi la culture de la gagne. Hein. C'est vrai qu'on parle souvent de l'arrogance des Français.
Oui, ils sont arrogants, ils sont chiants, ils m'énervent. D'ailleurs, la seule chose qui me manque en France, c'est les Belges, parce que si tous les Belges habitaient en France, la France serait un super pays. Mais ils ont une culture de la gagne. Il y a rien à faire. Quand tu regardes les joueurs de tennis français, quand ils jouent contre un Goffin, même s'ils sont 15, 20, 30 places derrière lui, ben, il y a une chance sur deux qu'ils le battent, parce qu'ils auront l'agnac d'aller chercher la victoire. Alors que Goffin, qui est un fantastique joueur, ben, on dirait qu'il a la peur de gagner. Il est content d'avoir fait son match, d'avoir bien joué. J'aimerais juste Et ça, c'est la Belgique, ouais. J'aimerais juste intervenir par rapport à la polémique du stade, pas national, hein, mais pour Anderlecht, un nouveau stade. Est-ce que l'élimination de Philippe Claus, donc, qui est le bourgmestre de Bruxelles depuis 2017, dirigeant du SRA, ne va peut-être pas faire changer les choses? Est-ce que ça peut-être ça pas, peut aider. Ce serait une manœuvre, tu crois pourquoi un politique? Un politique haut placé, c'est pas n'importe qui. Le bourgmestre de Bruxelles, c'est quand même... Voilà, je me demande s'il n'y a pas quelque chose là derrière, on ne saura pas tout, mais... J'y ai pensé aussi, Bruno. Moi, quand j'ai vu son nom, la première chose qui m'a sorti, je fais ça, c'est pour le stade. J'allais dans le sens de Bruno, hein. Je pense en effet que le fait que Klose ait intégré le comité de direction, je pense que c'est certainement un élément qui peut favoriser les démarches vers la construction d'un nouveau stade ou bien vers l'agrandissement de celui-là si c'est toujours d'actualité. Ça, c'est certainement une bonne chose. Mais en effet, il faut avancer parce que être le club le plus titré de Belgique avec 34 titres et avec 3 Coupes d'Europe et avoir un stade de 21 000 places, c'est... Ouais, c'est pas... C'est clair. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est clair. Quand tu regardes les matchs de 3e division en Angleterre, ils sont 25 000. Bah après l'Angleterre, encore que tu compares à l'Angleterre, bon, moi aussi je mettrais un veto à comparer avec l'Angleterre. Mais bon, en tout cas pour le reste, quoi qu'il en soit, non, il y a moyen de faire autre chose et de voir mieux la chose, d'essayer de prouver, enfin surtout si c'est un grand club, ou alors tu t'es dit bon voilà on a un club modeste, mais alors quand t'entends tout l'abattage médiatique pour Anderlecht, parce que bon, on n'a pas, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, je voulais aborder le sujet des supporters et des critiques. Quand t'entends comment les supporters d'Anderlecht, là, je vais me faire allumer, il n'y a pas de problème, pleurent constamment, chouinent sur les médias qui leur crachent dessus, soi-disant, pour moi, les médias, enfin, maintenant, peut-être, c'est une manière de monter Anderlecht sur un piédestal pour pouvoir le descendre. C'est possible aussi. Mais quand j'entends ce qu'on dit dans les médias et qu'après, on vient dire qu'on ne sait pas de faire un stade et qu'il n'y a personne qui dit « Ah, tiens, tu ne sais pas faire un stade, mais t'es un grand club » et qu'il n'y a personne qui ose dire ça, qu'on continue à dire « Ah ouais, tu vois ». Que quand, par exemple, tu as une saison comme ça, on a parlé à quelques journalistes étant à la coupe, et les mecs, ouais, mais Anderlecht, c'est quand même un grand club. Parce que tu es un grand club, tu fais jamais d'erreur, il faut arrêter, quoi. Il y a des choses qui arrivent. Enfin, voilà, quoi. Les médias, faut savoir les analyser avec un certain recul, et il faut savoir aussi lire entièrement ce qui est écrit avant de réagir à chaud, ce que beaucoup de membres ont du mal à faire. Je vais prendre plusieurs exemples. Le premier exemple que je vais prendre, c'est notre cher ami, voilà que j'ai oublié son nom maintenant, de l'ADH. Timmermans, c'est pas Yves Talman, c'est un truc comme ça. Yves Tiedemann, j'ai échangé avec lui plusieurs fois. C'est un gars très bien. Et il n'est pas du tout contre Anderlecht. Par contre, Yves Tiedemann, il a une spécialité, c'est dans son titre, il essaie de créer le buzz. Et quand on ne dit que le titre, on se dit ça y est, Tiedemann, il a encore sabré Anderlecht. Donc ça c'est Tiedemann. Maintenant il y a Haro sur la RTBF, parce que la RTBF c'est la tribune, et que la tribune, on sait qu'ils ont quand même une petite tendance à être dans le rouge. Bon, ok, maintenant Phil a eu la chance de rencontrer plusieurs d'entre eux puisqu'il y est allé nous représenter, et la plupart des journalistes de la tribune sont plutôt des gens sympas. Moi j'ai la chance de connaître Pascal Chimet et Cédric Fauré, qui sont chroniqueurs pour Vivacité. C'est des gens extraordinaires, ils sont tous les deux dans le groupe et ils interviennent d'ailleurs. Donc faut arrêter avec le journalisme. Le journalisme, oui, il y en a des mauvais, il y en a qui sont casse-couilles, pour le dire comme je le pense. Et je vais même mettre du sel sur le dos du dernier de l'ADH, là, Van der Pluijm, qui lui, quand on a lu le titre, on a lu l'article. Donc lui, il faudrait peut-être qu'il apprenne à écrire avant de commencer à essayer de faire du buzz.
buzz. Mais Effectivement. voilà, globalement, la presse, elle fait ce qu'elle peut. Et comme Tiedemann me l'avait très bien dit, qu'est-ce que tu veux que je raconte de bien sur Anderlecht dans leur situation actuelle? Il a pas tort. Maintenant, oui, on fait du buzz avec n'importe quoi, comme Van der Plum aujourd'hui, avec deux coups a foutu les playoffs par terre. Bah oui, c'est très malin de dire ça d'un gamin de 17 ans. Effectivement. Maintenant, il a fait son buzz. Effectivement, de toute façon, tout ça, on en reparlera dans un prochain podcast. Non, mais j'exagère le trait parce que je trouve qu'en Belgique, on n'est pas assez exigeant. Et pour des conneries, on va se plaindre parce que les jeunes sont pas assez forts. Mais quand t'as un mec qui met 20 buts sur une saison, on croit que le mec va faire ça toutes les saisons. Alors qu'on voit que, même s'il nous a fait gagner un titre, et bravo à lui et merci à lui. Mais voilà, finalement, est-ce que s'il était encore au club, est-ce que voilà, je sais pas. Enfin, voilà, donc. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, il dort chic. Voilà. Joli. Certainement, c'est de la haute couture que vous avez eu l'honneur et le privilège d'assister. Comme sur Vivacité, je terminerai en donnant les derniers résultats de la soirée avec le Real tenu en échec à domicile par le Celta Vigo, 2 buts partout. Très bonne prestation d'Eden Hazard qui a provoqué un penalty transformé par Sergio Ramos. Et le Lazio... le Lazio... allez... oui, la Lazio qui bat l'Inter 2-1 avec un but d'Immobilier et un Lukaku un peu à côté de. Alors là, c'est important pour le titre en Italie, ça. Ouais, tout à fait. C'est clair, tout en La Juve rappelant. va encore empiler, quoi. C'est combien d'années de suite que la Juve ils sont champions en Italie? 7 pour l'instant. Putain, c'est aussi. Après, Ouais. il y a des questions peut-être à se impressionnant. poser. Ouais. Mais, donc voilà, on va rappeler aussi les résultats du week-end. Gand qui a été gagné 2-3. À Eupen, la victoire de Bruges 2-1 face à Waasland Beveren. La défaite de Saint-Tron à domicile contre le Cercle de Bruges. Surprise. Qui relance la lutte pour le maintien. C'est une Ouais, belle hein. surprise. Ça, bis repetita, victoire à l'extérieur de Courtrai 0-3 au KVO. La défaite d'Anderlecht à Malines, on va pas le dire encore une fois. Voilà, il y a de la friture sur la ligne. Le match nul de l'Antwerp et de Charleroi. La victoire du Standard 1-3 à Genk et de Moucron à l'extérieur aussi. Ouais, je crois que Finalement, en fait, je crois qu'à part Anderlecht, Waasland et Charleroi, il n'y a que ces trois clubs-là qui n'ont pas gagné. C'était les matchs, les équipes à l'extérieur ont donné, quoi. Elles ont Il donné. y a 5 victoires à l'extérieur. 4 victoires à l'extérieur, oui. Ouais, Ouais, donc, je crois que les 5 premiers du championnat ont quasiment assuré ce week-end leur place en play-off 1. Voilà, je crois que. Oh oui, je pense qu'il n'y a plus qu'une place qui est Ouais, jouable, voilà, hein. c'est le standard. Ouais. Ils sont dedans. Ils ont marqué un coup aujourd'hui et je crois que voilà quoi. Oui, On n'aura pas, 45 on n'aura points. pas de classique en play-off 2. Ça aurait été rigolo, mais bon. Voilà quoi. Ouais, Ça, c'est t'auras le clair. droit. Ce serait bien en Playoff 2 jouer contre l'Union. Ce serait bien ça. Ah, chouette ambiance. Chouette Ah, ambiance. Ça Surtout, motiverait aussi les joueurs par rapport à l'année passée. Si. Ça m'aurait l'année plu. passée. Ça m'aurait plu D'ailleurs, d'aller en une fois division chez eux. 1B, Virton a repris la tête. Ah, ok. Ouais. Ok, Ouais, de la deuxième Ouais. tranche. ok. Un petit déplacement à Virton. Pourquoi pas Oh, ça, ce On serait va très commencer loin à les pour moi, ça. envisager, hein, tout doucement. Hein, voilà, on va pas se montrer Ouais. défaitiste, sinon je vais me faire allumer sur le groupe quand même. Bon, oui, oui c'est non. une possibilité. Voilà. Pas de défaitisme, pas de défaitisme. L'année prochaine, on gagne la Ligue des Champions, il y a moyen. Enfin bon, Ça, c'est de la super optimisme, ça, voilà quoi, dans ce cas-là. Quoi. effectivement. On va pardonner notre ami Phil qui a dû partir suite à un petit problème technique. On le remercie d'avoir passé cette soirée avec nous. Il est passé à la trappe. Il est passé à la trappe, effectivement. On lui passera un coup de fil pour le remercier de votre part. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'avais proposé à des membres de poser des questions audio. Aucune n'est revenue. Bon, c'est un peu compliqué pour la première fois. Peut-être, si certains veulent participer, des idées peuvent être émises. J'espère que le contenu vous plaît. On essaie d'amener autre chose que ce qu'on voit partout. Oui, les questions des membres, on ne sait pas, parce que la prochaine fois, ça durera 5 heures. Et Voilà. Bon, ce sera coupé en deux. Donc... Là, je coupe. Non, mais j'ai trouvé ça très bien. Voilà. J'ai trouvé Ouais, ça c'était très très agréable, honnêtement, d'échanger tous Ouais. ensemble. Un bon moment. tout J'ai à pas fait. vu le temps passer là, honnêtement. Je vois, il est presque minuit moins quart. Je me dis, oui, j'ai Ouais. pas prévu que ça dure si longtemps. Bon,
C'était très agréable. Oui, c'était 1 heure. Achille et Patrick vont être contents des vidéos courtes. Ouais. Ils ont demandé Donc, des vidéos courtes. Ils auront des vidéos courtes. Ouais. Il y aura 50 vidéos de 10 minutes. Non, mais voilà. Moi, j'espère que ça vous plaira. On peut pas être d'accord sur tout, c'est du débat. Essayez d'être constructif si vous avez des avis. J'ai trouvé ça animé et bien. C'était du bon niveau. Et pourquoi pas. Largement au-dessus de la tribune. Ah, bien vu ça. Et pourquoi pas. Ouais, on est au ciel carrément. On est au-dessus de la tribune. On a passé le toit. Non, mais. Et si certains d'entre vous. Voilà. Si certains d'entre vous veulent participer, il y aura l'adresse email qui sera balancée en dessous du post et vous pourrez pourquoi pas donner des idées, participer, on peut le faire là. Voilà, les intervenants étaient par Discord. Désolé aussi ici, il y a eu quelques coupures parce que bon, Denis habite en France, Phil habite à Spa, donc bon, moi je suis à Bruxelles. Donc c'est compliqué ici, pas loin, mais voilà. Donc on a essayé de faire le. Très franchement, à part Phil qui a coupé quelques fois, moi j'ai toujours très très bien entendu. Tant mieux alors, je suis content que tout soit bien passé. J'espère que les abonnés auront aimé. Je vais faire mon petit youtubeur là. Abonne-toi, mets la cloche. Voilà, il faut. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Le YouTube Game quoi, il faut. Et voilà. Bonne nuit les loulous. Passez une bonne soirée, à la prochaine. Bonne nuit. Bonne nuit, ciao ciao.